Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ITV, le journal de 20h, les titres de cette édition. Dans l'actualité ce soir, lancement du projet Wadjal élection 2024, Sidiam, un scrutin démocratique et apaisé, le souhait du GRADEC, le groupe de recherche et d'appui à la démocratie participative et la bonne gouvernance compte mettre des stratégies pour concrétiser ce projet afin de sensibiliser la jeunesse sénégalaise. Vous entendrez le compte-rendu de Papa Bokambo dans ce journal. Transport aérien, les vols domestiques de la compagnie nationale Air Sénégal en Conseil des ministres. Hier, le chef de l'État Macky Sall a évoqué la reprise, une reprise qui peut être bénéfique pour les riverains de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor de Yoff avec la reprise de certaines activités économiques. Cependant, la question sécuritaire taraude les esprits. Le reportage de Mariama Diallo à Yoff, Tongor, à suivre également dans ce journal. Dans cette édition, nous allons également parler de l'environnement, stratégie de lutte contre les feux de brousse à Matam. La Direction générale des eaux et forêts compte produire en 2024 800 000 plantes dans cette partie du Sénégal en 2023. 2060 hectares ravagés par ce phénomène des feux de brousse. Amadou Omar Diallo, notre correspondant à Matam, vous l'entendrez également dans cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Le candidat indépendant déclaré Thierno Cissé jugé en flagrant délit. Il a été condamné à 6 mois de prison ferme et doit également verser une amende de 100 000 francs CFA. Il est poursuivi pour fraude au parrainage et émission de chèques sur un compte clôturé. Thierno Cissé, pour rappel, a été arrêté le 26 décembre 2023 par la division des investigations criminelles DIC pour avoir présenté une liste de 13 faux députés au Conseil constitutionnel. Justement, la présidentielle de février 2024 pour une élection libre et sans violence, le groupe de recherche et d'appui à la démocratie participative et la bonne gouvernance a procédé ce matin au lancement du projet Wadjal élection 2024 Sidiam. L'objectif, prévenir les violences qui peuvent discréditer le processus électoral et ce, à travers la mise en place d'une plateforme électronique, la publication de visuels sur les réseaux sociaux, des stratégies que le GRADEC veut mettre en place pour sensibiliser la jeunesse sénégalaise. Le compte-rendu de la rencontre avec la presse est signé par Papa Bokambo. Le Sénégal a vécu durant 2 ans de fortes violences politiques. En perspective de l'élection présidentielle, le GRADEC prend les devants pour prévenir les violences lors du processus électoral. Babacar Fall, secrétaire général du GRADEC. Notre pays, depuis 2 ans, depuis donc en 2021, a connu des violences donc politiques extrêmement vraiment violentes par rapport à la judiciarisation un peu des conflits politiques, par rapport aujourd'hui à toutes ces menaces qui pèsent sur le processus électoral. Nous avons quand même jugé qu'il fallait prendre donc les devants et disons essayer donc de travailler à la mise en place d'un environnement disons susceptible de favoriser la tenue d'une élection disons transparente, crédible, mais également donc. Cette cérémonie de lancement du projet Wadjal élection 2024 Sidiam est une occasion pour le secrétaire général du GRADEC d'annoncer leur plan d'action. Il y a d'autres actions qui vont suivre, telles que la campagne de communication soutenue qu'on va mener à travers donc les médias sociaux, parce que comme je l'ai dit, c'est les jeunes qui sont auteurs et victimes en même temps donc des violences, donc nous devons les sensibiliser. Mais en même temps, nous allons vraiment déployer des équipes de moniteurs que nous avons formées, qui seront sur le terrain dans un certain nombre de localités que nous avons identifiées et qui constituent des zones à risque. Et dans ces localités, vraiment, ces moniteurs seront un peu donc nos yeux et nos oreilles pour un peu surveiller le climat électoral, relever tout ce qui est incident de nature à créer des situations donc de violence. Profitant de la présence du représentant de la Sénat, les membres de la société civile appellent à un dialogue inclusif pour prévenir les violences électorales. À Lyontine. Nous avons besoin aussi de parler à la justice. La justice doit s'ouvrir à la société civile, parler à la société civile. C'est extrêmement important. Discuter, lever les malentendus. Ça aussi, ça prépare à créer les conditions de la confiance pour une élection apaisée.
Pour éviter tout risque de discrédit du processus électoral, l'expert électoral Djibril Ning recommande procéder à des réformes, à la réforme de la gouvernance des institutions en charge de l'organisation des élections. Que ce soit des institutions en qui les acteurs ont pleinement confiance. Assurer la transparence et l'intégrité du processus électoral. Mettre en place une justice électorale indépendante. Nous avons une justice électorale mixte. Les acteurs de la société civile anticipent sur les violences électorales. Cela permettrait d'assurer une élection paisible et de ne pas saper la démocratie. Papa Bokarmbo, 50e édition des Assises de l'Union internationale de la presse francophone. Les travaux ont pris fin aujourd'hui. Venu présider la cérémonie de clôture, le Premier ministre Amadou Ba est revenu sur le rôle des journalistes pour un monde de paix. Pour cette édition, cette année, le thème de ces assises, médias, paix, sécurité. Abraham Paul Pouy a assisté à la cérémonie de clôture. 3 jours, les journalistes francophones ont discuté et échangé sur le thème médias, paix et sécurité. Le Premier ministre Amadou Ba, venu présider la fin des travaux, a rappelé aux hommes et femmes des médias leur rôle pour assurer la paix dans le monde. Vous les journalistes, qui êtes des nôtres, vous êtes questionnés pendant des assises sur votre place et votre rôle dans un contexte qui a dégénéré, coûté des vies, détruit des biens, semé la faim et la désolation. Vous devez faire face à ces corollaires insidieux et inévitables en période de trouble, la désinformation, la manipulation et toutes les tentatives déloyales de contrôler la diffusion des informations qui sont aussi une autre forme de guerre et entretiennent les ferments du langage des arts. La liberté et la liberté d'expression étaient aussi au cœur des débats. Pour avoir cette liberté, le Premier ministre a listé des défis à relever pour les journalistes, la désinformation, la manipulation et l'intimidation. Vous faites preuve par là d'un sens aigu de vos responsabilités de citoyens du monde, plus précisément de l'espace francophone. Il n'empêchera que vous ne pourriez les assumer qu'en ayant aussi de plein droit d'exercer librement votre noble profession. En effet, ne saurait souffrir d'entrave, surtout quand ceux qui l'exercent font preuve de probité, jamais prise à défaut. À la question des journalistes emprisonnés au Sénégal, le Premier ministre fait une lecture nuancée. Ce qu'il faut, c'est une justice indépendante. Ce qu'il faut, c'est un code de presse consensuel. Ce qu'il faut, c'est le respect des engagements réciproques. Le reste, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Fin de la 50e édition des Assises de la presse francophone, le 4e du genre accueilli par le Sénégal. Pour cette année, le thème choisi, médias, paix et sécurité. Paul Pouy, cette cérémonie de clôture, occasion pour le chef du gouvernement de rappeler que le Sénégal est un pays de droit. Selon Amadou Ba, la justice est libre et transparente. Je vous propose de l'écouter. Le Sénégal est un pays de droit, un pays qui respecte l'ensemble de ses engagements, l'ensemble des obligations. Si vous parlez de la justice, nous avons une justice indépendante. Sur une même affaire, vous pouvez avoir 4 ou 5 positions émanant des différents stades de traitement des dossiers. En première instance, on peut gagner ou perdre. En appel, au rebelote, au Conseil Cour suprême, on casse une partie ou on modifie une autre partie, on reprend encore. C'est ce qu'on a vu dans les grandes démocraties et c'est ce qui se passe au Sénégal. Maintenant, il faut toujours chercher à améliorer, à renforcer, mais surtout à rassurer. Donc, c'est ce qui est important. Il faut que le citoyen ou l'opérateur, l'investisseur, en tout cas toute personne qui vit au Sénégal puisse se rendre compte et puisse s'assurer que nous sommes un pays de droit. Quand vous avez un contentieux, quand vous avez des droits et des obligations et qu'il n'y a pas de problème particulier. Donc, rassurez-vous, il y a une quête permanente de recherche
d'amélioration des libertés. Donc, nous travaillerons et serons alignés sur les meilleures pratiques au niveau international. Le transport aérien, le chef de l'État Macky Sall l'a évoqué hier en Conseil des ministres, la réouverture de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor pour les vols domestiques, une bonne nouvelle pour les riverains qui espèrent reprendre leurs activités. Cependant, des inquiétudes ont été soulevées, surtout sur le plan sécuritaire. À Yoff, Mariama Diallo, reportage. À moins de 30 mètres de l'aéroport, nous trouvons dans un garage ce jeune homme. Il dit être content de cette reprise des vols domestiques à Léopold Sédar Senghor de Yoff. Bon, on dit alhamdoulilah, comme le fait que l'aéroport va bientôt rouvrir. Bon, au côté aspect sécuritaire, bon, on pense pas, parce que là, comme actuellement, c'est les militaires qui gèrent l'aéroport. Bon, nous sommes sécurisés à 100%. Quant à l'autre aspect, c'est l'aspect économique qui nous revient. C'est le plus important, quoi, parce que avant, bon, on gagnait tous nos ressources sur l'aéroport, mais actuellement, depuis qu'il est parti au jazz jusqu'à maintenant, bon, on ne voit plus ce qui nous revient par rapport au aspect économique. Non loin de lui, ce chauffeur de clando n'en voit aussi que des opportunités, surtout pour le quartier de Yoff qui abrite l'aéroport. Depuis tout petit, j'habite ce quartier. Cela ne nous a jamais causé de problème. D'ailleurs, nous avions l'habitude des bruits des avions. Cependant, cette reprise suscite quelques inquiétudes. Mais à Yoff Tongor, les bruits s'intensifiaient là-bas. Tu as l'impression que les immeubles vont tomber. Abdou Diop, que nous avons rencontré dans un pressing à quelques encablures de l'aéroport, s'inquiète lui de la proximité avec les habitations. Avant sa fermeture, les habitants se plaignaient parce que la zone où atterrissaient les avions était trop proche des habitations. Mais là, ça devient pire. La population a augmenté et les maisons sont beaucoup plus proches. Nombreux sont les habitants qui sont ravis de cette reprise qui va redonner vie à l'économie, mais l'aspect sécuritaire taraude certains habitants des environs. Mariama Diallo, intéressons-nous à présent au feu de brousse. Les dégâts, rien qu'en 2023, 71 cas ont été enregistrés. Le phénomène a ravagé 2060 hectares. Quelle stratégie de lutte contre les feux de brousse? La direction régionale des eaux et forêts compte ainsi produire en 2024 800 000 plantes. À Matam, correspondance Amadou Omar Diallo. Nombreux feux de brousse qui ont ravagé 2069 hectares de tapis herbacés en 2023. La direction régionale des eaux et forêts de Matam veut reprendre le contrôle de la terre. Pour cette nouvelle année, le commandant Daouda Ndiogou, inspecteur régional des eaux et forêts, dresse sa feuille de route pour lutter contre ce fléau. 2024 au moins, direction des moyens de cette année, maintenant des unités de lutte, deux camions avec une capacité de 6 mètres cubes. Nous avons aussi une petite unité. Donc au-delà de ça, nous avons reçu aussi trois véhicules qui permettent de transporter les personnes en cas de feu. Donc c'est pour vous dire que nous avons pris l'ensemble des dispositions nécessaires. Donc pour faire face au feu, ça nécessite une synergie de l'ensemble des efforts. La direction régionale des eaux et forêts veut faire de la 11e région le poumon vert de la zone nord avec une production de plantes qui dépasse celle de l'année dernière. La production de plants, cette année, nous avons un objectif de 850 000 plants que nous envisageons de produire. Nous avons même démarré la production avec le rempotage. Donc pour les plantations massives, nous voulons cette année planter 600 hectares de plantations massives. Les plantations linéaires, 100 km de plantations linéaires. Donc pour les plantations conservatoires, 70 hectares. Pour les plantations urbaines, 150 hectares. En 2023, 71 cas de feux de brousse ont été notés dans la région de Matam. Pour lutter contre ce fléau, la direction régionale des eaux et forêts a pris des mesures préventives avec l'aide des populations pour atténuer le nombre de cas. Amadou Omar Diallo, à Diamaguène, Sicap Mbao, les habitants ont organisé
une journée de désherbage des cimetières de la localité, une occasion pour les populations de réclamer un nouveau site regroupé en collectif. Elle demande à la population l'ouverture d'un nouveau site dans la forêt classée de Mbao. Ibrahim Sall, membre du collectif que je vous propose de suivre, il est avec Boudal. Il fallait être là aujourd'hui à 7 h du matin ou bien hier. Vous ne penseriez pas qu'il s'agit d'un cimetière, mais plutôt d'une forêt et un fleuve à l'intérieur. Tellement il y avait de l'herbe, tellement il y avait de l'eau. Donc ça veut dire que il y a un problème foncier en ce moment ici à Diamaguène Sicap Mbao. Parce que si on ajoute aussi le fait qu'en ce moment le cimetière est entièrement plein. Jusqu'à présent il y a des enterrements. On va dire qu'on entrepose. En fait, on les superpose. En fait, ça veut dire. Ce qu'on fait, ce n'est pas de l'enterrement. L'enterrement c'est digne, mais là on superpose. Mais on n'a pas le choix. Comme on n'a pas là où les amener, on ne va pas les jeter aussi dans la rue comme ça. On est obligé de les superposer. Et ça, c'est pas normal. Quand nous êtes sur ça, on est, comme on dit, on en a là le bol. Il faut que le chef de l'État nous aide sur ça. Parce que c'est de sa responsabilité aussi. Il ne doit pas laisser des dignes fils du pays qui sont un grand nombre dans cet état-là. C'est pas normal. Parlons à présent de la lutte contre la mendicité des enfants à Kaffrine. Le calife de Ngodiba, un exemple à suivre. Cheikh Ibrahim Ba a réussi à éradiquer la mendicité des talibés dans sa localité. Plus de 2500 talibés sont logés, nourris par le représentant du calife de Medina Baye. Le parcours de l'homme avec notre correspondant Boubacar Falbo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cheikh Ibrahim Ba, chef religieux, représentant du calife de Medina Baye à Kaffrine et demeurant à Ngodiba, village situé dans la commune de Kayi, département de Kaffrine. La taille svelte, la démarche bien appuyée, l'homme se distingue par une mise bien soignée, mais assez ordinaire, témoignant une rare simplicité, mais avec une apparente timidité qui ne laisse pas forcément voir l'intellectuel avide de débat d'idées. Cheikh Ibrahim Ba est né à Ngodiba, a commencé ses études coraniques chez Serigne Dara Ousmane Niang. Après son baccalauréat, il s'est rendu au Soudan jusqu'à l'obtention de sa licence en droit. C'est pour cela qu'il est cadi au tribunal de Kaffrine. Le marabout polyglotte, constamment en voyage dans différents pays européens, américains et asiatiques, n'en est pas moins un grand cultivateur. Il a opté pour l'agriculture. Rien que pour l'arachide, il occupe une surface emblavée de 40 hectares. Actuellement, dans le Dara, il y a plus de 2500 talibés et aucun d'entre eux ne mendie. Cheikh Ibrahim Ba, le calife de Ngodiba, est connu également pour son ouverture d'esprit, sa relation avec les chefs religieux et par sa haute idée de l'État et des institutions. Ce samedi, il va présider auprès du calife de Medina Baye ou de son représentant, des autorités administratives ou coutumières, la 67e édition de la Ziara annuelle de Ngodiba. Boubacar Falbop, hommage à Beydi Sey. Ndiarem Limamoulaye se souvient de son ancien maire près de 3 ans après sa disparition. L'IF de Guédiawaye, en collaboration avec ses anciens amis, ont organisé un hommage à Yaya Bodjan, IF Guédiawaye, au micro de Boudan Diagne. Dès la rentrée scolaire, l'honorable Beydi Sey réunissait les enfants pour préparer la rentrée. Et pour les examens également, il faisait pareil. Pour les corrections, il faisait la même chose. Il appuyait l'IF pour la restauration des commissions. Beydi Sey, c'est un enseignant, un éducateur dans toute sa splendeur. Il a compris la décentralisation. Toutes les actions qu'il a menées vont dans le sens de compléter les actions de l'État. Par endroit même, il est allé plus loin si on devait se référer au domaine de compétences qui était dévolu aux maires des communes. Pour dire que Beydi, ce qu'il faisait, mais si on devait calculer en termes mathématiques, on se demande comment il faisait pour le faire. C'est d'abord la volonté, c'est d'abord l'ambition, et je crois que si tout le monde s'y met, peut-être lui seul il pouvait faire ça, mais s'il y a une équipe
qui s'y met, mais ça va nous permettre de faire, si on ne peut pas faire plus que lui, mais qu'on ne fasse pas moins. Ça ne peut pas moins, il faudrait qu'on perpétue cette action. C'est important pour les enfants, mais c'est important aussi pour l'avenir de l'éducation dans le département. Hommage rendu à Beydi Seye pour service rendu à sa localité. C'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur